Bonjour et bienvenue dans Je ne suis pas raciste mais, le podcast qui décortique le racisme qu'on dit ordinaire mais qui n'a rien d'ordinaire. Ce racisme difficilement condamnable pénalement, celui qui s'exprime tous les jours sous des traits d'humour, celui qui ne dépasse jamais la bienséance, qui semble souvent insignifiant mais qui reste violent et brutal pour celles et ceux qui en sont victimes. Aujourd'hui, je reçois Rémi Carayol, journaliste et auteur de Mayotte aux éditions La Fabrique. Bonjour Rémi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour cet épisode. J'aimerais ouvrir cet épisode pour vous parler d'une loi ou d'un principe qu'on nous enseigne en école de journalisme. Moi, j'ai eu la chance ou la malchance aussi d'en avoir entendu parler. C'est la loi du mort-kilomètre, la loi de proximité, comme on l'appelle aussi. C'est ce principe suivant lequel les informations ont plus ou moins d'importance suivant leur proximité par rapport au lecteur. Cette proximité, elle existe selon 4 principes: géographique, culturel et sociétal, affectif et temporel, et elle est enseignée dans les formations du journalisme. Moi, je me rappelle quand on m'en a parlé, j'étais surprise, assez choquée, parce qu'on m'en parle comme un principe immuable en réalité. Donc ma question aujourd'hui, c'est comment ce principe-là s'applique à Mayotte ? Difficile à répondre parce qu'il y a quand même eu un espèce d'engouement médiatique pour ce qui s'est passé après le passage du cyclone Chido. On a vu quand même beaucoup de médias, quasiment tous les médias en parlaient, beaucoup de médias aussi envoyaient des gens sur place. À la limite, j'aurais tendance à dire que cette règle-là, qu'on n'enseigne pas dans toutes les écoles, en tout cas moi, on me l'avait pas enseignée, mais ça remonte à quelques années. Cette règle-là, elle est surtout valable quand il n'y a pas de crise. Et c'est pas seulement valable pour Mayotte, je pense que c'est valable pour l'outre-mer particulièrement, mais aussi pour d'autres zones dans lesquelles la France est quand même impliquée. Je pense notamment à l'Afrique francophone. C'est-à-dire qu'on en parle pas mal en fait quand il y a des crises. Par contre, on n'en parle pas du tout quand il n'y a pas de crise. Et Mayotte est une bonne illustration, à mon sens, de ça, parce que depuis le passage du cyclone Chido, il y a eu un traitement médiatique assez large de ce qui s'est passé sur l'île. Mais par contre, on se rend compte, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi, c'est que la plupart des gens ne savent rien, ou presque, de Mayotte. Et s'ils ne savent rien ou presque, c'est parce qu'il y a un traitement médiatique qui est, souvent assez rare de ce qui se passe à Mayotte, hormis donc les crises, et 2, souvent aussi biaisé, voire parfois très mal informé en réalité des réalités de ce territoire. Et je pense qu'on peut élargir à l'ensemble des territoires dits de l'outre-mer. On va parler plus précisément de la réalité de Mayotte et des Mahorais et aussi de votre livre un peu plus tard. Mais avant d'entrer dans le sujet, j'aime bien commencer par un point de définition, un point de lexique. Et je trouve qu'il est hyper important par rapport au sujet qu'on aborde aujourd'hui. Au cours des années, on a entendu plusieurs manières de parler de ces territoires dits d'outre-mer. On a entendu les DROM, les DOM-TOM, les territoires d'outre-mer. Quel mot est-il préférable d'utiliser et pourquoi ? Quand on parle de DROM ou de DOM ou de TOM, on parle du statut. Longtemps, il y a eu 2 statuts. Dans l'outre-mer français, c'était soit DOM, département d'outre-mer, soit TOM, territoire d'outre-mer. La différence, c'est qu'un département d'outre-mer, normalement, toutes les règles qui sont en vigueur dans l'Hexagone sont appliquées dans les départements d'outre-mer. Tandis que dans les territoires d'outre-mer, il peut y avoir un certain nombre de dérogations plus ou moins importantes. Puis après, on a changé de dénomination et on a parlé de DOM, puis de DROM, dans le département et région d'outre-mer, ou alors de COM, de collectivité d'outre-mer. Mais la différence était à peu près similaire, c'est-à-dire que les DOM sont des départements avec à peu près les mêmes lois que dans l'Hexagone, et puis les COM sont des territoires où il y a un peu plus d'autonomie dans un certain nombre de secteurs et aussi où il peut y avoir des règles dérogatoires par rapport à ce qui se passe dans l'Hexagone. Mais la grande question qu'il faudrait se poser, au-delà de ces statuts, là, à la limite, il n'y a pas vraiment de question à se poser, c'est un statut qui est légal, c'est le qualificatif d'outre-mer ou de territoire ultramarin qui pose en lui-même un problème, en fait, qui pose la question de comment ils sont perçus, et ces territoires sont toujours perçus en fonction uniquement d'un autre terme qui est problématique, la métropole. La métropole, c'est un terme qui vient de l'histoire coloniale, qui est un terme colonial qu'on a conservé. Alors aujourd'hui, dans les documents officiels, on le voit de moins en moins, mais par contre, quand on va dans les territoires d'outre-mer, justement, et notamment à Mayotte, beaucoup de gens emploient encore ce terme de métropole. Et donc le problème du terme outre-mer ou ultramarin, c'est que ça renvoie à celui de métropole, et ça renvoie toujours à cette idée que ces territoires n'existent que par
leur lien qui les rattache au centre, à la métropole, à l'Hexagone, à ce qu'on veut. Et ça, c'est un terme qu'il faudrait peut-être revoir. Mais alors, c'est difficile. Moi, en préambule de mon livre, j'explique que j'emploie ces termes parce que finalement, c'est ceux qui sont les plus entendables pour tout le monde. Mais en soi, on devrait réfléchir à d'autres termes qui permettraient quelque part de se sortir de cette relation coloniale. Donc aujourd'hui, on va parler de Mayotte. Et si on parle aujourd'hui de Mayotte, c'est pour une raison bien précise. Que s'est-il passé en décembre dernier? Alors, le 14 décembre dernier, un cyclone a ravagé l'île de Mayotte. Un cyclone qui était puissant, pas surpuissant, mais qui était puissant. Le problème, surtout, c'est que l'œil du cyclone, donc c'est là où il y a la plus grande puissance des vents, est passé vraiment au-dessus du territoire donc de Mayotte. Mayotte, c'est une île qui se trouve dans l'océan Indien, dans l'archipel des Comores, à peu près à mi-distance entre Madagascar et le Mozambique. Et ce cyclone a eu des conséquences terribles, puisque une grande partie des bâtiments ont été en partie détruits. Beaucoup de maisons ont vu leur toit s'envoler, mais aussi des écoles, des bâtiments publics, et puis surtout les bidonvilles, donc les quartiers les plus précaires, qui se trouvent souvent sur des collines assez pentues et qui sont constitués de maisons faites de tôle et de bouts de bois, ont eux été littéralement rasés. Les photos qui nous sont parvenues juste après le cyclone étaient effarantes. On voyait toutes ces collines complètement dénudées d'arbres, puisque les arbres ont été arrachés, mais dénudées aussi de ces maisons que ceux qui vivent à Mayotte avaient l'habitude de voir. Officiellement, le bilan fait état aujourd'hui de 39 morts et de plus de 4000 blessés, mais il y a beaucoup de questions qui se posent quant à ce bilan. Beaucoup de gens estiment qu'il y a eu des morts qui n'ont pas été comptabilisées. Et puis, au-delà du bilan humain, le bilan matériel est catastrophique. Les réseaux d'eau, d'électricité, de télécommunications ont été coupés, les routes ont été en partie barrées. Et puis, j'expliquais que les bâtiments ont été fortement abîmés. Et aujourd'hui, c'est une île qui est complètement dévastée et qu'il faut reconstruire quasiment, non pas de zéro, mais pas loin. Ce qu'on va analyser aujourd'hui, c'est la réponse médiatique et politique. Si on commence par la réponse politique, elle a été très compliquée. Il y a eu des couacs, même si je ne sais pas si c'est le mot à utiliser, mais en tout cas des couacs monstrueux de la part du Premier ministre, François Bayrou, qui a préféré aller à Pau le 16 décembre pour un conseil municipal, pour le présider, qu'aller sur place. Et ça a posé beaucoup de questions. Beaucoup se sont posé la question de est-ce qu'il aurait fait la même chose si ça s'était passé en France métropolitaine avec plein de guillemets. Alors moi, j'ai pas la réponse. Qu'est-ce qu'il aurait fait si ça s'était passé en France hexagonale? Peut-être qu'il y serait allé, peut-être pas. J'ai trouvé cette polémique, comment dire, ça relève plus de la polémique parisienne, à mon sens. Pourquoi? Oui, c'est un symbole. Le Premier ministre qui vient d'être nommé, qui ne se rend pas dans un territoire français qui est dévasté. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que les délégations ministérielles sont un vrai problème en cas de catastrophe, puisqu'elles mobilisent à peu près tout ce dont l'État dispose, et notamment les forces de l'ordre, et que, en fait, se rendre sur place quand il y a une catastrophe, c'est pas forcément une bonne chose pour les personnes sinistrées, puisqu'elles ont vraiment besoin de l'aide tout de suite. Et d'ailleurs, des sources sur place m'ont indiqué que lorsque la délégation ministérielle du Premier ministre et de 5 ministres est arrivée à Mayotte un peu plus de 2 semaines après le cyclone, ça a mobilisé quasiment toutes les forces de l'ordre. Donc en réalité, pour moi, c'est une polémique qui touche à des questions politiques, mais pour les Mahoraises et les Mahorais, dans l'urgence, en fait, c'était plus important d'avoir les secours sur place que des ministres. Il y a eu d'autres polémiques qui, à mon sens, disent plus de choses sur la conception que l'on peut avoir de Mayotte que celle-ci, à mon avis. Comment on voit Mayotte en France hexagonale de Paris? Il y aurait quoi d'autre comme polémique pour vous qui est plus parlante? Il y en a plusieurs. Il y a la déclaration de Bayrou, encore lui, à l'Assemblée nationale, où il expliquait que Mayotte, il faisait le distinguo entre Mayotte et la France. Donc ça a été plutôt mal perçu à Mayotte. Pour ma part, je pense que c'est une question à poser de toute manière, puisque la relation entre les territoires d'outre-mer et la France relève toujours de cette ambiguïté en réalité. Il y a évidemment les déclarations d'Emmanuel Macron quand il s'est rendu sur place, où il a expliqué à des gens qui étaient sinistrés, qui n'avaient pas à boire, qui n'avaient pas à manger, qui n'avaient plus de toit, qu'ils avaient la chance d'être français, et que s'ils n'étaient pas français, ils seraient, je cite, 10 000 fois plus dans la merde. Alors là, pour le coup, on est en plein dans une vision très paternaliste Mmh. des choses. Il y a eu une autre polémique liée à Elisabeth Borne, qui a snobé, on peut le dire comme ça, des enseignants qui lui expliquaient qu'il n'y avait pas d'aide de la part de l'État. Ça, c'est des comportements qui, effectivement, démontrent une forme parfois de mépris,
parfois de méconnaissance des enjeux locaux et souvent voilà, une vision un peu hautaine de ce qui se passe dans ces territoires. Qu'est-ce que ça dit de l'histoire de la France et de Mayotte, ces polémiques-là? Et de manière générale des territoires dits d'outre-mer? L'histoire de la France et de Mayotte est une histoire très particulière parce que Mayotte a été un territoire colonisé assez tôt, après les autres départements d'outre-mer, que sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion. Mais bien avant de nombreux territoires africains qui obtiendront ensuite leur indépendance, puisque Mayotte a été colonisée en 1841. Et paradoxalement, la France n'a jamais vraiment su quoi faire de ce territoire. Elle n'a jamais quasiment rien fait, en fait, jusqu'à ces 15-20 dernières années, parce elle avait acquis ce territoire par la négociation en 1841, mais dans l'idée de conquérir Madagascar, qui est la grande île voisine. Et une fois qu'elle avait acquis Mayotte, en fait, elle n'a pas fait grand-chose et elle n'a pas cherché à développer une forme d'économie ou à développer des infrastructures. Et y compris après 1975, lorsque donc l'archipel des Comores est devenu indépendant et que l'île de Mayotte, qui fait partie de l'archipel des Comores, et elle restée française, y compris après 75, il y a eu assez peu d'investissements de la France qui ne savait toujours pas vraiment quoi faire de ce territoire. À Mayotte, on décrit souvent cette île comme un peu la fille oubliée de la France. Alors là aussi, c'est un terme très problématique. Ça renvoie aussi à cette histoire de colonisation, puisque dans les termes de la conquête coloniale, la patrie était la mère de ces territoires. Ça illustre un sentiment, vu de Mayotte en tout cas, qu'on est toujours un peu les oubliés de la République. Et même depuis que Mayotte est devenu un département, en 2011, on a toujours ce sentiment qui est très fort chez la plupart des gens, parce qu'ils ont l'impression que, certes, il y a des investissements qui sont faits, mais qui ne sont pas à la hauteur des chantiers et des urgences dans tous les domaines, hein, en matière sociale, en matière économique, en matière sanitaire et en matière scolaire notamment. Oui, vous dites dans votre livre Mayotte, toujours aux éditions La Fabrique, quelque chose de frappant, hein, c'est qu'en 1966, l'espérance de vie était de 44 ans. Moi, j'ai regardé en France hexagonale, à la même époque, elle était de 75,2. C'est quand même presque 30 ans d'écart. C'est énorme. En fait, il faut savoir que dans les années 60, donc la France a colonisé Mayotte depuis plus de 100 ans. Elle a colonisé le reste de l'archipel des Comores aussi depuis près de 100 ans. Et en fait, il y a quasiment rien dans cet archipel. Je donne les chiffres dans mon livre. Il y a 22 kilomètres goudronnés seulement. Le reste, c'est des pistes. Il y a un seul hôpital à Mayotte avec 90 lits seulement et un seul médecin. 2 enfants sur 3 ne sont pas scolarisés. Il y a un collège, mais il existe depuis une petite dizaine d'années, en 1975. Il y a quasiment pas de réseau d'eau et d'électricité courante. Tous ces chiffres illustrent en fait le désintérêt de la France pour ce territoire pendant très longtemps. Le seul intérêt aux yeux des Français était son positionnement, qui est un positionnement stratégique assez important. On se retrouve dans le canal du Mozambique, qui est une zone notamment fréquentée par les navires et notamment par les pétroliers, donc c'est important d'y être. Donc ça, c'est sûr que ça représentait un intérêt. L'armée, notamment, y avait vu un intérêt. Mais sinon, la France n'a jamais vraiment su quoi faire et elle n'a jamais mis les moyens pour développer, entre guillemets, j'emploie ce terme entre guillemets parce que c'est toujours un peu problématique, pour développer ce territoire. Effectivement, moi aussi, quand j'ai vu ce chiffre de l'espérance de vie de 44 ans dans les années 60, ça m'a semblé complètement dingue. Il faut savoir qu'il y avait une mortalité infantile très très importante notamment. Mais alors pourquoi rester à Mayotte dans ce cas-là, si on ne souhaite pas le développer? Dans votre livre et dans vos articles, vous parlez même de sous-développer Mayotte. Pourquoi rester alors? Parce que c'est une zone stratégique. La raison qui a poussé la France à conquérir Mayotte et ensuite à y rester. Donc, comme j'expliquais, le canal du Mozambique est une zone où il faut être. La France y est, et il est hors de question qu'elle en parte et qu'elle livre cette zone à ses concurrents, ou à ses adversaires, voire à ses ennemis, que sont la Chine, la Russie, les États-Unis. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve dans toute l'histoire de la colonisation et du post-colonialisme français. Et puis, il y a une autre raison, c'est qu'au moment où se pose la question de l'indépendance des Comores, et notamment de Mayotte, donc il y a un mouvement à Mayotte qui, lui, veut rester français, et il se trouve qu'en France, il y a un certain nombre de courants politiques qui soutiennent ce combat pour Mayotte française. Là, on est plus... Alors, il y a des enjeux stratégiques qui entrent en compte pour ces mouvements politiques, mais il y a aussi des enjeux plus idéologiques. Il s'agit de sauver ce qui peut être sauvé de l'Empire, tout simplement. Il s'agit de conserver des positions, non seulement parce qu'il y a un intérêt stratégique, mais aussi parce qu'il en va de la grandeur, j'emploie les guillemets encore une fois, de la France,
Et ça renvoie parfois certains des discours à la mission civilisatrice qui a guidé à la colonisation, notamment du continent africain. Et cet enjeu-là n'est pas négligeable, puisque ce sont ces mouvements politiques qui vont faire pencher la balance en faveur de Mayotte française, alors que au début, le pouvoir politique, et notamment le président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, avait bien indiqué que l'indépendance serait accordée à 4 îles de l'archipel des Comores, Mayotte comprise donc, et qu'il n'était pas question de briser l'unité de cet archipel. J'aimerais vous faire écouter une prise de parole de Céline Soula, qui est journaliste au pôle Outre-mer à France Télévisions et auteure d'un documentaire Maman mineure à Mayotte. C'était sur le plateau de C'est dans l'air le 16 décembre dernier. Il ne faut pas oublier que Mayotte est française depuis fort longtemps, depuis 1841, et que c'est une aberration que des années plus tard, que Mayotte soit toujours à un point zéro, quoi. Et que, quand je dis ça, c'est-à-dire les constructions, des infrastructures, des écoles, que la première école maternelle ait ouvert ses portes en 1992, je vais dire, c'est... donc, quand on dit que, oui, c'est un département, on n'aurait pas dû, c'est ceci, on n'aurait pas dû... Peu importe ce qu'on peut penser. Mais la France était là depuis fort longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a attendu si longtemps? Pourquoi? Pour venir dire, ah oui, mais tout ça c'est trop tôt, tout ça c'est trop tard, tout ça vous comprenez. Non, il n'y a rien à comprendre. C'est pas normal que pendant autant d'années, plus de 150 ans, qu'on en soit là. C'est clair. Pourquoi a-t-on attendu si longtemps? Ce qu'on oublie souvent de rappeler, quand on dit que Mayotte est française depuis 1841, c'est vrai. On dit souvent qu'elle est française avant Nice et la Savoie, c'est vrai, mais on oublie souvent de préciser que c'était une colonie, que les habitants de Mayotte étaient des indigènes, qu'ils étaient des sujets, qui n'étaient pas des citoyens égaux avec les citoyens de la France métropolitaine. Et qu'ils n'ont obtenu le statut de citoyen qu'en 1946. C'est quand même plus d'un siècle après la colonisation de Mayotte. Et encore, même en 1946, les citoyens de Mayotte, mais aussi de toutes les colonies françaises, étaient des citoyens de seconde zone. Ils n'avaient pas encore les mêmes droits que les citoyens de la France hexagonale. Donc ça, évidemment, ça explique en grande partie la situation de Mayotte en 1975 avec ces chiffres dont on parlait tout à l'heure, et ça explique en partie la situation de Mayotte aujourd'hui parce que, en fait, des investissements n'ont commencé à être faits à Mayotte par la France, non pas en 1975 au moment de la séparation de Mayotte avec les autres îles, mais que au milieu des années 90. Céline Soula parlait de la première école maternelle en 1992. C'est à peu près cette période, 92 à 97, que des investissements sont commencés à être mis en œuvre, que des écoles sont construites, des routes, les réseaux. C'est aussi à ce moment-là que l'on coupe Mayotte des autres îles de l'archipel, puisque la France met en place un visa, alors qu'avant il n'y avait pas de visa. C'est à partir de ce moment-là aussi que commencent les ennuis, puisque Mayotte, petit à petit, avec cet argent qui vient de Paris, Mayotte, petit à petit, elle devient un îlot de prospérité. Alors, ça peut paraître assez dingue de dire ça quand on connaît l'état de Mayotte encore aujourd'hui, quand on sait que c'est le territoire le plus pauvre de France, le plus inégalitaire aussi, mais du point de vue régional, c'est un territoire qui aujourd'hui est riche. Le PIB de Mayotte par habitant est quasiment 10 fois supérieur à celui des autres îles de l'archipel des Comores. Et donc, voilà, on en est arrivé à la situation où Mayotte, du point de vue français, est encore un territoire complètement sous-doté, où il y a un sous-investissement encore important. Il faut savoir que Mayotte est l'un des territoires d'outre-mer où il y a le moins d'investissement de la part de l'État français. Et en même temps, Mayotte est un territoire considéré comme riche dans la région et donc attractif. Et qu'est-ce que ça raconte de l'histoire coloniale française, de cette gestion coloniale ? Il y a une part déjà de racisme et de paternalisme évidente, une part d'ailleurs que l'on continue à retrouver encore aujourd'hui dans la gestion globale des territoires d'outre-mer, à Mayotte comme ailleurs, il me semble. Et ça questionne aussi le rapport de la France à ces territoires d'outre-mer qu'elle a voulu conserver, pour X raisons, qui peuvent parfois être différentes d'un endroit à l'autre, aux habitants desquels elle a vendu le rêve de l'égalité, mais auquel finalement elle n'a jamais accordé cette possibilité d'égalité. C'est pas propre à Mayotte, on le voit aux Antilles, on le voit en Nouvelle-Calédonie, on le voit ailleurs, en outre-mer, pour obtenir cette égalité, qui dans les textes existe, pour l'obtenir, il faut sans cesse se battre. Il faut sans cesse organiser des manifestations, des mobilisations, des grèves générales. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toute l'histoire, aux Antilles particulièrement. C'est un combat permanent, cette quête d'égalité.
Le problème, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre et c'est ce que ont expliqué de nombreux chercheurs, notamment antillais, qui ont travaillé sur la question. Le problème, c'est que c'est une quête quasiment impossible. C'est-à-dire, il y a des avancées, oui. Petit à petit, on obtient du mieux, mais il y a toujours quelque chose qui nous empêche d'obtenir cette égalité réelle entre les citoyens de la France hexagonale et puis les citoyens des territoires d'outre-mer. Et cette quête impossible, quelque part, aboutit à des formes de frustration, de colère, qui s'expriment régulièrement à travers des crises. À Mayotte, par exemple, on a énormément de crises d'ordre social. Depuis une dizaine d'années, il y a des grèves générales, des manifestations, des blocages, des barrages récurrents qui expriment une forme de frustration de la part des populations qui sont déçues, en fait, de voir que les promesses qui avaient été faites ne sont jamais assouvies. On parle de Mayotte et à juste titre, vous avez établi le parallèle avec la situation dans les autres territoires entre mille guillemets d'outre-mer. Et en plus, 2024 a été une année qui a été marquée par les manifestations, par les soulèvements. C'est le cas en Nouvelle-Calédonie, où de nombreux spécialistes ont épinglé la France pour sa gestion dite coloniale. C'est aussi le cas en Martinique, où depuis septembre 2024, on a un mouvement de protestation contre la vie chère. C'est compliqué de ne pas voir la place du racisme aussi dans ces processus-là. Quelle est la place du racisme, en fait, dans tout ça, selon vous ? Alors pour moi, elle est centrale. Elle est centrale et ça touche pas seulement l'outre-mer d'ailleurs. Oui. Ça touche toutes les populations qui, en France hexagonale, sont dites issues de l'immigration ou viennent de ces territoires-là. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a un racisme systémique en France. Et il se trouve que moi, c'est à Mayotte que je l'ai découvert, ce racisme. C'est-à-dire que je suis arrivé à Mayotte assez jeune en tant que journaliste. J'avais derrière moi un combat antiraciste, mais qui était plus le combat contre le Front National à l'époque. Mais j'avais pas forcément la perception que le racisme était omniprésent, à la fois dans le système politique français, mais même dans les consciences, en fait, de beaucoup de Français, souvent de manière inconsciente, en fait. Et c'est à Mayotte que je l'ai découvert en entendant des phrases qui relèvent du pur racisme, en tout cas du pur paternalisme. Et le paternalisme est une forme de racisme. Comme celle-ci, par exemple. Sans nous, qu'est-ce qu'ils feraient ? Ça, c'est des Blancs qui parlent des Mahorais. Ou ils sont pas capables d'eux. Ou ils n'arrivent pas à... Voilà. Et oui, ils n'arrivent pas forcément à concevoir les choses de la même manière que nous. Est-ce que pour autant, ça en fait des incapables ? Non. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qu'on voit au quotidien. Alors, à Mayotte, c'était particulièrement flagrant. C'est pour ça que j'appelle que le sous-titre de mon livre, c'est Département colonie. Pour moi, on est encore dans un système très colonial. Le système politique, administratif en tant que tel, mais aussi les comportements des gens et les relations entre les différentes communautés. En l'occurrence, à Mayotte, la communauté des métropolitains, ce qu'on appelle les Mzungu, qui sont des Blancs en général, et les Mahoraises et les Mahorais ou les Comoriens des autres îles. C'est hyper intéressant ce que vous dites parce qu'en plus, moi, ma question d'après, c'était peut-on encore parler de colonisation ? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est toujours le débat entre post-colonial ou colonial. Est-ce qu'on est dans une situation post-coloniale ou coloniale ? Alors, il y a ceux qui estiment qu'une situation coloniale, c'est une situation où les colonisés sont contraints forcément, y compris par la force, d'être dans cette situation. À Mayotte, on n'est pas dans cette situation puisque les Mahoraises et les Mahorais ont choisi de rester français. À plusieurs reprises, ils ont voté pour rester au sein de la République française et ils ont voté aussi pour être département français. Donc, on n'est pas dans une forme de colonisation contrainte par la force. Mais pour moi, on est dans une forme de colonisation parce que, dans le cadre de la départementalisation, a débuté un processus d'assimilation, une assimilation juridique, mais aussi une assimilation culturelle. Et c'est une assimilation qui, du point de vue de l'État français, en fait, est indispensable. Si on veut obtenir l'égalité dans le cadre du département, il faut s'assimiler, y compris dans les choses qui relèvent vraiment de l'ordre du privé, le mariage, l'héritage, la transmission des terres, des choses qui sont très importantes, notamment à Mayotte. Et tout ça est chamboulé par la départementalisation parce que, quelque part, il y a une assimilation à la culture, aux règles françaises qui sont issues de la culture française, en fait. Donc, pour moi, on est encore dans une forme de colonisation avec cette particularité à Mayotte. C'est une colonisation qui a été consentie, j'emploie le terme dans le livre, mais c'est un terme qui m'a été dit par plusieurs personnes à Mayotte il y a quelques années, c'est-à-dire qu'ils ont accepté le fait d'être colonisé ou de rester colonisé par la France parce qu'ils voulaient se séparer des Comores, mais aussi parce qu'ils croyaient à une forme d'égalité possible dans cette assimilation, ce à quoi les Antillais aussi, par exemple, ont cru lorsque leur territoire est devenu département en 1946.
Donc, pour moi, c'est pour ça que j'emploie ce terme de département-colonie. Pour moi, on est encore dans une forme de colonialisme. Mais c'est plus la même forme que celle qui a prévalu à la fin du 19e siècle, lorsqu'il s'agissait de conquérir par la force ces territoires et de leur imposer par la force une manière de voir les choses et une manière de gérer les affaires du peuple. Mais est-ce qu'on peut y croire encore à cette égalité possible entre les Mahorais et les Français d'Hexagone entre Plus mille guillemets globalement, est-ce qu'on peut croire à l'égalité entre les habitants des territoires dits d'outre-mer et les Français de l'Hexagone? J'aurais tendance à dire que non, parce que en fait, c'est l'expérience qui montre que jusqu'à présent, elle n'a pas été rendue possible. Pour ce qui est de Mayotte, la départementalisation est récente, 2011, mais pour les autres territoires, c'est 1946. Ça veut dire qu'on est quand même à bientôt 80 ans de départementalisation et cette égalité n'existe pas. Moi, j'y crois pas. C'est un débat qui se pose. Finalement, pour sortir de la colonisation, quelle était la meilleure solution? Est-ce que c'était l'assimilation pour acquérir une forme d'égalité ou est-ce que c'était l'indépendance? Bon, on voit que beaucoup de territoires qui ont opté pour l'indépendance, ça se passe pas forcément très bien aujourd'hui et que certains même se posent des questions sur le choix qui a été fait. Mais c'est un processus qui est long, forcément. Mais on voit aussi que pour ceux qui ont choisi l'assimilation, ça se passe pas bien non plus, en fait. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution miracle pour se sortir de ces monstres, en fait, monstres institutionnels et parfois sociaux qu'a créé la colonisation. Personne n'a pour l'instant à trouver la solution, mais moi, je crois pas à la possibilité d'égalité entre ces territoires et la France et à la réalité, je suis pas certain que ça soit quelque chose qu'il faille absolument rechercher. Pourquoi? Parce que cette égalité, elle est forcément biaisée par des réalités qui sont très différentes. Des réalités économiques, sociales, culturelles, mais aussi économiques, en fait. Et quand on est en Guadeloupe, quand on est à Mayotte, quand on est en Nouvelle-Calédonie, on a des réalités qui sont très différentes que celles que vivent les Français de l'Hexagone. Et vouloir appliquer les mêmes règles partout, tout le temps, l'histoire montre, en fait, que ça n'est pas efficace et que ça aboutit à des économies, par exemple, qui sont atrophiées, qui sont trop liées à la métropole, qui sont captées par une petite élite. Et tout ça fait que, à mon avis, ces systèmes ne sont pas viables, ni aujourd'hui, ni à moyen terme. Il y a aussi la question du mépris. Et tout à l'heure, vous parliez de cette déclaration d'Emmanuel Macron en visite à Mayotte. J'aimerais bien aussi vous la faire écouter. C'était le 20 décembre. Alors, j'ai passé la journée avec vous. J'ai essayé de parler. Et depuis tout à l'heure, je m'égosille, moi aussi, pour parler. Si quelqu'un m'a entendu dire « tout va bien », levez le doigt. Bon, alors pourquoi vous me faites dire ça? Donc, moi, je vous dis, tout le monde se bat. Vous avez vécu quelque chose de terrible. Tout le monde se bat, quelle que soit la couleur de peau. Et n'opposez pas les gens. N'opposez pas les gens. Si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que vous êtes contents d'être en France. Parce que si c'était pas la France, je peux vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Et il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. C'est la réalité. Et donc, on ne peut pas vouloir être un département français et dire que ça ne marche pas dès que la France est en solidarité. Quel est l'autre territoire de cette région comme ailleurs qui livre de l'eau, du fret, des soignants comme on le fait ici? Alors il faut que tout le monde se respecte. Mais bon sang, on tiendra jusqu'au bout si on est une équipe. On a quand même un président qui est assez déconnecté là. Totalement. Le problème, c'est que ça devient dur de commenter les déclarations de Macron parce que quasiment tous les jours, il en sort une qui mériterait d'être débunkée et d'être dénoncée, en fait. Bon, et là, on est dans le mépris et le paternalisme total, ça c'est clair. On est dans cette vision que Macron promeut, que la France est un très grand pays, peut-être même le plus grand pays du monde, et que c'est forcément mieux d'être avec la France qu'avec d'autres ou tout seul. Pourtant, quand on regarde de près ce qui s'est passé après le cyclone Chido, on se rend bien compte qu'il y a eu des défaillances majeures de la part de l'État. Que l'État français a été incapable, absolument incapable, de répondre aux besoins des gens qui avaient survécu au cyclone, mais surtout, il a été incapable de secourir les gens qui avaient besoin d'être secourus dans les heures qui ont suivi le cyclone. J'ai sorti un article dans Mediapart, mais d'autres journalistes l'ont également démontré, dans les bidonvilles, dans les quartiers qui ont été littéralement rasés par les vents, où donc potentiellement il y a eu des morts et où potentiellement il y a eu énormément de blessés. On a vu les secours arriver qu'une semaine après le passage du cyclone Chido. Et ça, rien que ça, en fait, ça démontre que l'État n'est pas cet État magique que Macron pense incarner, en fait, qu'il a été défaillant, mais ça montre aussi
et on en revient aux histoires de racisme, ça montre aussi peut-être que les vies n'ont pas toutes la même valeur aux yeux de l'État français ou en tout cas de l'administration française à Mayotte. Parce que je pense que si les quartiers les plus dévastés avaient été ceux où habitaient les Blancs, je pense que là, on aurait vu des secours dans les heures qui auraient suivi le cyclone. Ce qui est effarant et effrayant dans son discours aussi, c'est vraiment la doctrine coloniale qu'on entend clairement et qui dit allez ailleurs, vous verrez, c'est pire. Tout à fait, mais ça, c'est quelque chose qu'on entend partout. Moi, j'ai travaillé aussi en Afrique de l'Ouest. J'ai suivi notamment tout ce qui s'est passé ces dernières années, et notamment la rupture entre un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, et notamment du Sahel, avec la France. C'était exactement ce même discours. Quel était-il? Il s'agissait de dire, vous voulez plus de nous? Très bien, mais allez voir les Russes si vous voulez, vous verrez, ça sera pire. Ça, c'est le discours et qu'on n'entend pas seulement chez les responsables politiques, on entend aussi beaucoup chez les diplomates, chez les militaires. Ils sont persuadés que la France est le meilleur allié possible de tous ces pays. Ils en sont persuadés, intimement convaincus, en fait. Et c'est ça qu'il faudra essayer de changer un jour, leur faire comprendre que la France n'est plus et n'a peut-être jamais été ce grand pays qu'ils fantasment, et surtout qu'elle n'a pas forcément les solutions pour tous les peuples et pour tous les problèmes qui se présentent à eux. Et ça, c'est quelque chose de très, très présent dans l'esprit des élites, entre guillemets, politiques françaises notamment. Moi, je m'intéresse de près aux débats qui ont lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est très instructif, en fait, de voir à quel point ils ont une haute idée, encore aujourd'hui, de la France, alors même que la France perd pied un peu partout, est critiquée dans de nombreuses régions du monde et n'est plus l'une des principales puissances du monde. Ils se bercent de l'illusion qu'ils sont encore un grand pays, mais en fait, c'est devenu un pays de moyenne influence et qui, dont à l'évidence, l'administration n'est même plus en capacité de gérer une catastrophe comme celle qui a dévasté Mayotte en décembre. Après, la différence avec les discussions et les déclarations par rapport à l'Afrique de l'Ouest, c'est que là, on est sur un territoire français, on est sur un département français à Mayotte. Donc dire on vous apporte de l'eau, de l'électricité, c'est juste la normalité en fait. On ne devrait pas non plus applaudir ça. Oui, mais en réalité, si je fais le parallèle avec les pays d'Afrique de l'Ouest, notamment, c'est parce que quand on discute et quand on regarde les débats des parlementaires, mais aussi quand on discute avec les militaires, pour beaucoup, ces territoires sont encore un petit morceau de France, en fait. Ils n'ont toujours pas fait le deuil de ces indépendances. Alors oui, c'est pas pareil parce que leur responsabilité n'est pas la même, en l'occurrence, puisque Mayotte étant un territoire français, la responsabilité première, c'est celle de l'État français. Mais il n'empêche que dans l'inconscient de ces personnes-là, finalement, c'est un peu la même chose. Ils estiment que c'est encore un peu chez eux et ils estiment qu'ils ont encore un peu une responsabilité par rapport à ce qui se passe dans ces territoires. Alors, sur Mayotte, ils ont cette responsabilité puisqu'ils ont choisi de rester à Mayotte. La France a fait ce choix-là. Elle pouvait faire un choix différent. Elle a choisi, mais elle n'assume pas parce que aussi elle n'en a plus les moyens. Et puis parce que on mettra toujours moins de moyens outre-mer qu'en France hexagonale. Selon la Cour des comptes, l'État investit 6 000 € par habitant et par an à Mayotte. C'est moins qu'en France hexagonale, où je crois qu'on est un peu autour de 10 000 €. Mais surtout, il faut savoir que c'est le département d'outre-mer le moins bien doté de tous les départements d'outre-mer, alors que c'est celui où il y a le plus de besoins en réalité. Donc ça montre que il y a très clairement une défaillance de la part des responsables politiques français, une forme de désintérêt, mais aussi une impuissance. Ils ne savent pas vraiment quoi faire de ce territoire et comment faire surtout. Une fois qu'on a dit tout ça, il y a quelque chose d'assez surprenant, ou en tout cas qu'il a été pour moi, mais peut-être que je suis naïve et donc j'attends votre explication. Ce sont les scores du Rassemblement national. En 2022, ils font 42% et je crois que ça a même augmenté en 2024. Comment on peut expliquer des scores du Rassemblement national aussi élevés sur un territoire qui subit autant de tensions ? C'est pas naïf, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Je rajouterais, c'est un territoire où la grande majorité des habitants sont noirs et sont musulmans. Et donc ces gens votent en majorité aujourd'hui, puisque aux dernières élections européennes, c'est plus de 50% que Jordan Bardella a fait. Et puisque une députée sur deux aujourd'hui de Lille est Rassemblement national, ils votent en majorité pour un parti qui est islamophobe et qui est raciste. Ça, c'est une vraie question. Comment c'est possible? Comment ça se fait? Bon, il y a plusieurs explications, mais la principale explication, c'est qu'il y a une grande insécurité qui s'est développée à Mayotte depuis une petite dizaine d'années. C'est que la question migratoire est très sensible. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de flux migratoires
mais de gens qui ne sont pas vraiment des étrangers, puisqu'ils viennent des autres îles des Comores, ils ont forcément de la famille sur place. Il y a des liens, en fait, entre Mayotte et les autres îles qui n'ont jamais été rompus en dépit de la séparation en 1975. Chaque famille à Mayotte a de la famille dans l'une des autres îles de l'archipel. Mais tout ça, en fait, l'insécurité, les flux migratoires qui font que les écoles, notamment, sont en sureffectif, que les systèmes de soins ne répondent pas aux besoins, tout ça fait que ça tend énormément les relations, notamment les relations communautaires, et que l'incapacité aussi de l'État à répondre aux attentes pousse les gens à voter pour le pire, en l'occurrence à voter pour le Rassemblement national. On a vu que Marine Le Pen était récemment à Mayotte, et aujourd'hui elle est comme chez elle, Mayotte. Quand elle arrive, il n'y a aucune manifestation contre elle, elle est très bien accueillie, elle joue sur du velours, elle n'a même pas à faire de grandes déclarations, elle a juste à dire « mais moi je vous comprends », contrairement aux autres mouvements politiques, je suis avec vous, il faut lutter contre l'immigration, y compris de la pire manière, en remettant en cause le droit du sol, en voulant expulser en masse, massivement. Une politique d'ailleurs que le gouvernement est en train de mettre en place depuis quelques années à Mayotte. Mais voilà, on est dans cette situation où aujourd'hui, Mayotte est devenue une terre d'élection pour le Rassemblement national, et on peut parier qu'à la prochaine élection présidentielle, Marine Le Pen, si c'est elle la candidate du Rassemblement national, fera peut-être même plus de 50% dès le premier tour. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme futur pour Mayotte au lendemain de cette tragédie ? Et qui ne sera peut-être pas la dernière, parce qu'on sait qu'aussi cette région, elle est sous tension compte tenu des changements climatiques. Oui, des catastrophes climatiques pourraient arriver à nouveau. Alors, comme celle de Chido, c'est quand même très rare, un cyclone, l'œil du cyclone qui passe sur un tout petit territoire comme ça au milieu de la mer, c'est quand même très rare. Donc, ça arrivera peut-être pas de sitôt, mais les crises se multiplient à Mayotte depuis quelques années. L'année dernière, c'était une pénurie d'eau. Les gens avaient de l'eau dans le robinet un jour sur deux, et encore parfois un peu moins. On sait qu'il y a des crises sanitaires régulièrement. Il y a eu le choléra il y a quelques mois à Mayotte. Donc, les crises se multiplient. Le problème, c'est que, en fait, après le cyclone Chido, l'État a proposé un grand plan, le plan Mayotte debout, mais en fait qui ne fait que poursuivre la politique qui est mise en œuvre depuis plusieurs années à Mayotte, c'est-à-dire lutte contre l'immigration clandestine sans que ça n'ait de résultats concrets et qui aboutit aussi à des drames humains, c'est-à-dire rattrapage, ce terme qui est très problématique en tant que tel, c'est-à-dire qui relève de l'idéologie du retard. Les gens seraient en retard à Mayotte, mais par rapport à qui, par rapport à quoi? En fait, on se réfère à la métropole, entre guillemets, alors que les réalités sont très différentes. On est à 8000 km de la métropole. Et donc, on continue sur la même logique. On dit on va investir. Mais plus on investit à Mayotte, plus ça déstabilise l'ensemble régional, plus ça fait de Mayotte un îlot de prospérité, et plus les gens veulent venir à Mayotte, et donc plus Mayotte est déstabilisée. C'est un espèce de cercle vicieux. Tant qu'on ne sortira pas de ce cercle vicieux, à mon sens, les crises se multiplieront, les manifestations, les grèves générales et les mouvements de colère. À mon sens, il faut essayer de sortir en ayant une vision différente et en disant « Ok, Mayotte a voulu rester française, ça c'est acté, mais Mayotte fait partie d'un environnement régional, il y a Madagascar à côté et surtout il y a l'archipel des Comores à laquelle Mayotte appartient d'un point de vue géographique, avec qui elle a des liens historiques très profonds. On ne peut pas envisager le développement de cette île seul sans envisager le développement de la région. Donc on n'essaiera pas coûte que coûte, de trouver un modus vivendi pour englober Mayotte dans son ensemble régional, on sera dans une situation où les crises se succéderont les années après les autres et peut-être même se multiplieront. J'aime bien finir le podcast par des recommandations parce que l'éducation et le savoir sont vraiment au cœur de ces luttes antiracistes. Donc je vais vous proposer 2 recommandations culturelles et vous pourrez en ajouter une si ça vous va. Je crois qu'aujourd'hui, en plus, j'en ai pas 2, j'en ai 3. Évidemment, on recommande votre livre, Mayotte, aux éditions La Fabrique. Donc ça, c'était une recommandation en plus et qui est passionnant et qui reprend un peu tout ce qu'on a dit depuis 1 heure. Mais 3 autres recommandations. C'est Histoire Crépue, qui devient un média en plus. Donc c'est le moment de les soutenir. Histoire Crépue, à l'origine, c'est un compte Instagram et aussi un compte YouTube où on parle d'histoire coloniale française sans tabou. Donc c'est ce que dit Histoire Crépue, parce que c'est notre histoire, l'histoire de la France, l'histoire du monde. Encore, je cite. C'est riche et passionnant et c'est hyper important pour comprendre l'actualité. Ils ont fait toute une vidéo sur Mayotte qui est incroyable. Donc je
vous la recommande. Ma deuxième recommandation, c'est pour moi le meilleur roman graphique, qui s'appelle Tropique Toxique, le scandale du chlordécone de Jessica Oublié aux éditions Les Escales. Alors là, on n'est plus à Mayotte, on est en Guadeloupe et en Martinique, mais ça parle aussi de gestion coloniale et de la présence française dans ces îles-là. Le chlordécone, c'est un pesticide au nom particulier qui a été largement utilisé en Guadeloupe et en Martinique de 1972 à 1993, alors que en métropole, avec plein de guillemets, c'était interdit. Et aujourd'hui, c'est la cause de cancer de la prostate. Donc, c'est une enquête journalistique qui est hyper intéressante. Et pour rester dans le domaine du journalisme, je recommande le kit Outre-mer de la JAR, donc de l'Association des journalistes antiracistes et racisés, qui nous permet d'en apprendre beaucoup et surtout de bien parler de ces régions-là, de ces territoires-là, dans les médias. Est-ce que vous avez une recommandation à nous partager ? J'en ai plein, alors je vais essayer d'en choisir une seule. Vous pouvez en dire plus que 2 si vous voulez, parce que j'en ai dit 3, donc c'est pas juste. Il y a un livre qu'il faut lire, je pense, moi qui m'a beaucoup inspiré, et qui est d'une actualité brûlante alors qu'il a été écrit en 1957, c'est Portrait du colonisé, portrait du colonisateur d'Albert Memmi. En fait, Albert Memmi, c'est un juif de Tunisie qui décrit la société dans laquelle il vit, qui décrit les colonisés, qui décrit les colonisateurs. Et en fait, j'ai retrouvé beaucoup de ce qu'il écrivait quand j'étais à Mayotte, moi, dans les années 2000, donc 50 ans après l'écriture de ce livre, et je pense qu'on retrouve encore beaucoup de choses. Mais au-delà de ça, évidemment, il y a l'œuvre de Frantz Fanon qu'il faut lire, et puis je tiens à saluer le travail de survie qui, petit à petit, l'association qui lutte contre la France-Afrique depuis des années, mais qui, petit à petit, s'intéresse de plus en plus à l'outre-mer, et notamment à la Klanaki récemment, et ils ont publié quelques articles qui sont dignes d'intérêt. Merci beaucoup, merci à tous et à toutes, et nous on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Je ne suis pas raciste mais. Je ne suis pas raciste mais est un podcast de Donia Ismail, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. À la production éditoriale Nina Pareja, montage et réalisation de Mona Delahaye et musique par Thomas Lupias.